Il y a 7000 ans, sur les rives de l'Atlantique, les hommes du Néolithique érigent pour la première fois des tombeaux gigantesques et des dizaines de milliers de pierres dressées. Ces monuments apparaissent au moment où l'agriculture et l'élevage se développent en Europe. Le phénomène de ces grandes architectures de pierre se manifeste pendant 2000 ans. À l'ouest du continent, la région de Karnak abrite une des plus fortes concentrations de pierres dressées au monde. Depuis l'Antiquité, voyageurs, poètes et scientifiques ont interprété ces mégalithes comme des soldats pétrifiés, des temples, des hôtels rituels ou encore des observatoires astronomiques. Mais aucune de ces interprétations n'a réussi à percer l'énigme de ces pierres silencieuses. Après des années de fouilles, l'archéologue Serge Cassen tente de décrypter les signes et les symboles gravés sur ces pierres. 1000 ans avant l'apparition de l'écriture au Proche-Orient, quels récits les hommes du littoral ont-ils voulu inscrire dans la pierre ? Ces recherches commencent dans le golfe du Morbihan, sur la péninsule de Locmaria-Ker, autour du Grand Menhir. Érigé 4500 ans avant Jésus-Christ, ce colosse est la plus haute stèle jamais dressée en Europe. Il gît désormais au sol, probablement abattu par un tremblement de terre. Les fouilles ont montré que le colosse faisait partie d'un grand alignement de stèles, aujourd'hui disparues. Nous sommes ici en bordure de l'alignement du Grand Menhir. Il s'agit d'une file rectiligne de 19 fosses. Il s'agit de fosses de fondation, de stèles. Certaines contiennent encore les racines des stèles qui étaient ici implantées. D'autres, la plupart, conservent encore les pierres de calage qui maintenaient ces pierres. Le Grand Menhir donc est actuellement à l'extrémité de cette file rectiligne. Nous avons pu estimer son poids à 330 tonnes. Sa longueur est de 21 mètres. Mais nous ne savons pas s'il s'agit de l'extrémité finale de l'ouvrage, tel qu'il a été pensé, ou bien si le Grand Menhir formait le centre d'un ouvrage beaucoup plus important qui aurait pu se poursuivre au-delà de la route qui est derrière nous, un terrain sur lequel nous ne sommes pas intervenus dans les années 80-90. On s'est rendu compte également que plusieurs matériaux avaient dû constituer cet ouvrage, puisque la partie près du Grand Menhir était manifestement constitué d'un orthogneiss, c'est-à-dire une roche qui n'est pas locale, qui provient d'une dizaine de kilomètres de Locmaria-Ker. Ce n'est pas tant la distance qui est considérable, mais le fait qu'il a fallu traverser des voies d'eau, dont certaines avec des courants de marée dynamique très forts. Apporté par la mer, le Grand Menhir était la pièce maîtresse d'un ensemble architectural beaucoup plus vaste. Que sont devenues les stèles disparues ? Une partie de la réponse se trouve à 2 pas, dans le dolmen de la table des marchands. 500 ans après l'alignement, cette sépulture collective a été construite avec des stèles qui se trouvaient auparavant sur le site. Quand on pénètre dans la tombe, les signes gravés en relief sur la dalle du fond frappent le regard. Ce qui a fait la réputation de la dalle de chevet, bien entendu, c'est l'ensemble des gravures visibles ou invisibles, parce qu'elle est en réalité ornementée sur ses 2 faces. Alors sur la partie visible, qu'est-ce que l'on voit ? On voit 4 rangées de signes crosses. C'est une arme de chasseur, ça peut être une arme de guerrier également, et c'est l'arme par excellence des premiers chasseurs-cueilleurs. Donc on doit comprendre l'organisation de ces signaux sur une pierre érigée comme vraiment un augmentatif de puissance par l'intermédiaire de signes plutôt agressifs, probablement pour délivrer un message. Quel message, je ne sais pas réellement. Ce que l'on peut dire, c'est que cette face est tournée vers la rivière Dorée, c'est-à-dire vers la surface d'eau la plus proche quand on remonte depuis l'entrée du golfe du Morbihan. Au 5e millénaire, les 40 crosses de Locmaria-Ker retentissent comme un avertissement
à l'attention de ceux qui abordent la presqu'île, depuis la rivière d'Auray ou depuis l'océan. Quelques siècles plus tard, les hommes construisent le tombeau autour de cette stèle. Toujours dans sa position d'origine, elle soutient la dalle qui couvre le dolmen, sur laquelle sont représentés d'autres signes d'autorité. Nous sommes sous la dalle de couverture, qui est la fameuse table des marchands. C'est une dalle en orthogneiss, donc cette roche d'origine lointaine, la région de Vannes ou de la presqu'île de Rhuys. Grâce à ces dimensions, on sait que c'est le premier fragment d'une stèle qui était implantée aux côtés du grand menhir. Elle est gravée de nombreux signes qui se succèdent dans un certain ordre. De la base vers le sommet, on a ici une représentation d'une grande hache emmanchée, et la lame polie est ici visible avec son talon pointu et son tranchant qui est assez large. Et au-dessus de cette représentation de hache, une autre crosse, et enfin, au-dessus de cette hache et de cette crosse, un animal dont on voit aujourd'hui le train avant. Cet animal tronqué indique que la stèle est incomplète. Où est passé le reste de l'animal? Pour le savoir, il faut naviguer vers Gavrinis, à 3 km de Locmariaquer. Sur cette île située dans l'axe de l'entrée du golfe, une autre grande tombe à couloir a été édifiée à la même époque que la table des marchands. Cachée pendant 6000 ans, des gravures ont été retrouvées sur la dalle de couverture, au-dessus du dolmen. Au cours de la fouille complète, les archéologues ont découvert que les dimensions de la stèle, la roche utilisée, l'orthogneiss, et les gravures d'animaux coïncident avec la dalle de couverture de la table des marchands. Alors, nous allons débuter la visite par les encornures de l'animal qui est à la table des marchands, qui est un caprin. Et on voit ici, si je fais un éclairage rasant, le dos de l'animal qui se poursuit. La cassure ici du fragment de la stèle. Et au-dessus apparaît un second animal dont on voit ici le train avant, les deux jambes. Le ventre est très altéré, mais il se devine. Alors que l'encolure dégage, dans cette partie, le mufle. Puis, du haut de la tête partent 2 cornes, également sous forme d'arc radié, qui tournent, se redressent et viennent diverger ici sous la forme de 2 pseudocrosses en opposition, avec un piquetage très bien marqué. La réunion des 2 fragments complète la scène gravée sur cette stèle, qui se dressait jadis dans l'alignement du grand menhir, en 3e position. La grande hache n'évoque pas seulement l'agriculture. Nouvelle arme des néolithiques, elle est associée aux crosses des chasseurs. Les armes sont surmontées par un caprin et un bovin, peut-être un bouc et un auroch. Les pattes avant du caprin, semblables à des jambes humaines, suggèrent les premières domestications. Mais peut-être aussi un animal surnaturel. Les armes et les cornes puissantes des 2 animaux se dressent vers une forme aux contours énigmatiques. S'agit-il d'une chose ou d'un animal? D'une figure surnaturelle? Serge Cassen se demande s'il existe un lien avec d'autres signes mystérieux du dolmen. La profusion des gravures de Gavrinis, chef-d'œuvre de l'art préhistorique, lui fournit tout un univers de signes à décrypter. Bien sûr, ce qui fait la réputation de Gavrinis, c'est toutes ces gravures. Et ce n'est pas unique, puisque d'autres monuments contiennent des gravures agencées sur le même modèle, avec des codes qui sont tout à fait semblables. Mais l'abondance et la conservation fantastique de Gavrinis est assez unique, par le fait même que c'est une île, que donc les explorations ont été moins importantes, et au final, le monument est beaucoup mieux conservé. Pour décrypter ces signes, l'archéologue cherche à reconstituer l'ordre de réalisation des tracés. Grâce à la photographie numérique et à un éclairage tournant, il enregistre systématiquement chaque détail pour révéler les reliefs et les courbes, invisibles à l'œil nu. La méthode consiste à compiler les différentes prises de vue, puisque à chaque cliché
correspond à une ligne de relief qui apparaît en surexposition et en sous-exposition. Suivant l'incidence de la lumière, l'information va changer. Celle-ci, c'est celle par laquelle on a commencé le travail de décryptage. Je l'avais choisie parce qu'elle me semblait complexe, qu'il valait mieux commencer par quelque chose d'assez difficile, mais je ne pensais pas que ça serait aussi difficile parce que finalement, c'est cette dalle qui, en mètres linéaires, présente le plus grand développé. On a plus de 60 mètres linéaires de gravure ici sur cette dalle qui fait à peu près 1,60 m de haut simplement. Sachant que l'expérimentation nous montre qu'il faut à peu près 1 à 2 minutes pour tracer 1 cm de gravure. On peut estimer déjà que cette dalle a nécessité plusieurs mois de travail avant d'être réalisée avec cette finesse de tracé. La tonalité d'ensemble montre bien qu'il y a une seule main, donc il y a une seule personne, un seul sculpteur qui a porté de bout en bout le tracé de ces gravures. Voilà un motif classique à Gavrinis d'arc radié, c'est-à-dire un point ou une cupule à la base, et à partir de laquelle vont s'inscrire concentriquement un certain nombre de demi-cercles ou d'ovales. Alors, dans la mesure où nous sommes ici au pied de la rivière qui présente des courants vraiment torrentueux, parfois avec des tourbillons remarquables et donc dangereux, il n'est pas inintéressant de faire cette relation entre le monde marin, le monde des courants avec ces représentations d'ondes concentriques. D'autant plus que le toponyme ancien de Gavrinis, Gavarné, renvoie à un vieux français qui veut dire le gouffre. Stylisation des ondes et des courants. Les arcs radiés de Gavrinis évoquent les forces à l'œuvre dans le Morbihan, littéralement petite mer en langue bretonne. Cette mer intérieure s'ouvre sur l'océan par une passe de 900 mètres. Le dédale des îlots qui gardent l'accès à la mer est traversé par des courants très forts, comme le courant de la Jument qui peut atteindre 17 km/h. Le jeu des forces de l'eau et de l'air imprime au paysage un mouvement permanent. Au 5e millénaire, le golfe est une vallée creusée par les rivières. Il se remplit peu à peu à partir de la fin du Paléolithique. Le réchauffement climatique fait fondre les glaciers et entraîne la remontée du niveau des océans. La Grande-Bretagne se sépare du continent. Au Néolithique, les sociétés des littoraux atlantiques vivent encore dans un environnement côtier instable. Tous les 1500 ans, on s'aperçoit que les masses d'air, donc les différences entre haute pression et basse pression, basculent. Au 5e millénaire, on est effectivement dans un de ces changements climatiques rapides. On sait qu'on a eu des grosses périodes de tempêtes enregistrées dans tout l'Atlantique Nord. On a plein de grandes dunes qui, au fur et à mesure des tempêtes, peuvent être complètement déchirées et qui vont du coup complètement laisser passer l'eau. Là aussi, pareil, on va avoir une avancée du niveau marin qui est sensible. Et ça, c'est tout le travail qu'on avait fait avec Serge Cassen, justement, par rapport à ces menhirs sous l'eau. Donc, c'était les menhirs dans la baie de Quiberon, où on voyait des alignements de menhirs qui commençaient sur la plage, qui avaient été donc relevés par Serge. Et il subodorait que ça se continuait sous l'eau, puisque ça ne pouvait pas s'arrêter comme ça. Serge Cassen et Agnès Balzer ont identifié plusieurs alignements immergés dans le golfe du Morbihan et la baie de Quiberon. En 2009, ils explorent ces sites à la recherche d'indices permettant de mesurer l'évolution du littoral pendant le Néolithique. À cette époque, les hommes voient disparaître sous l'eau leurs champs, leurs maisons, les sépultures de leurs ancêtres, leurs monuments de pierre. Cette prospection sous l'eau permettait d'agrandir le champ d'investigation. Ça nous permettait en fait de dater la remontée du niveau marin. Évidemment, l'hypothèse 1, c'était que les hommes préhistoriques, quand ils avaient posé leur menhir, ils étaient à pied sec. Et donc, c'était évident que le niveau marin était en deçà de cette limite-là. On était capable, comme ça, de savoir que il y a 6700 ans, exactement, on était avec un niveau marin qui était à 6 mètres en dessous de notre niveau actuel. Donc, c'était une mesure qui était assez précise. Et on avait joué aussi dans le golfe du Morbihan sur, justement, Erlanik, l'hémicycle de pierre levée. Et en fait, ce qui était super intéressant, mais on n'a jamais réussi à le voir comme il faut, c'est qu'il y en a un autre qui est sous l'eau, qu'on ne voit jamais.
Un seul hémicycle est aujourd'hui visible sur Erlanik. Ce n'est pas un hasard si les néolithiques ont érigé des pierres à cet endroit. Face à Gavrinis, l'îlot d'Erlanik borde le principal couloir maritime qui relie l'entrée du golfe à la petite mer du Morbihan. Serge Cassen profite d'une grande marée exceptionnelle pour découvrir le deuxième hémicycle, habituellement immergé. Certaines stèles sont en orthognesse, comme le grand menhir et la table des marchands. Les hommes ont dû les transporter par-delà les courants. Mais pourquoi ont-ils construit 2 hémicycles sur Erlanik ? J'ai vu pour la première fois la stèle qui est à l'extrémité du second hémicycle. Elle n'était pas toute accessible, mais on a pu faire l'essentiel du travail sans faire des prélèvements, uniquement en visuel. On se rend compte que si on simule la remontée du niveau marin, l'hémicycle submergé est dirigé vers la remontée du niveau marin, en gros vers l'ancien rivage, alors que le premier, quand on le regarde aujourd'hui, lui, il est ouvert vers le rivage actuel. C'est-à-dire la topographie des lieux change. Donc je pense que ce changement d'orientation est lié à la position du rivage de l'époque. L'évolution d'Erlanik montre que les populations du littoral cherchent à s'adapter à la montée des eaux. Avec ces édifices, les néolithiques ont peut-être dressé des remparts symboliques contre l'océan et conjuré leur inquiétude. À travers les stèles gravées, ils questionnent ce paysage en constante évolution. Les gravures ondoyantes de Gavrinis traduisent leur fascination pour les phénomènes naturels. Je pense qu'une grande part de ces arcs radiés peuvent renvoyer à l'élément marin. Mais pas que, puisque nous avons des arcs radiés, par contre, qui vont s'organiser en double arc radié. Et là, je pense plutôt que c'est un phénomène atmosphérique qui est celui de l'arc-en-ciel, l'élément par excellence de la médiation, un phénomène qui vous permet de passer d'un état à un autre, un élément de l'explication du passage vers l'au-delà. Une interprétation qui est redevable d'un objet réel qui a été trouvé dans les tombeaux de la région, qui sont des prismes de quartz, pas n'importe quel prisme de quartz, et pas forcément les plus beaux, mais ceux qui irisent spontanément la lumière. Comme autant de portes vers l'au-delà, les tourbillons marins et les arcs-en-ciel de Gavrinis sont des formes concrètes qui deviennent des symboles du cosmos dans cet espace funéraire placé entre le ciel, la rivière et l'océan. Mais ces signes avaient-ils un sens différent lorsque les stèles se trouvaient dans l'alignement du grand menhir ? Serge Cassen s'interroge sur le phénomène des fils de pierre dressés, qui semblent construire une véritable architecture de l'espace. Pour en découvrir le sens, l'archéologue s'est associé à des architectes qui ont développé une technique de modélisation des monuments mégalithiques en 3 dimensions. Didier Morel numérise les volumes à l'aide d'un scanner laser. Laurent Lescope enregistre les informations de surface par la photogrammétrie. L'intérêt de la 3D, c'est aussi de pouvoir, à un moment donné, offrir des points de vue impossibles. Là où la caméra ne peut pas aller, là où l'œil humain ne peut pas aller. Et donc, avec l'informatique, on va pouvoir créer ces points de vue impossibles, aller dessus, dessous, offrir des points de vue en long, en éclaté, en coupe, etc., pour améliorer et permettre d'avoir une meilleure lecture du monument. On fait une radiographie du monument et donc on peut imaginer pouvoir mesurer des déformations liées au temps, liées par exemple à un événement type tremblement de terre, et donc quelle était l'incidence sur la géométrie de l'objet. Et si on revient à l'échelle du détail de la gravure, si on est amené à faire des opérations de numérisation, mettons tous les 10 ans, on pourrait mesurer les dégradations liées au temps, donc les pollutions, etc., etc. Donc comment se comporte la matière, et donc est-ce qu'il y a altération de la matière ou pas. La traversée du temps de ces monuments, de ces architectures, de ces lieux, c'est une vraie motivation par rapport à ce travail-là. L'architecte va très rapidement, de nature, par nature, je pense, imaginer le monde qu'il a parfois à l'état de ruine devant lui, devant ses yeux. Il va le réimaginer très très rapidement.
apporter de la vie immédiatement, apporter des principes de flux, de circulation, de construction, de statique, d'esthétique. Ce sont des choses qui nous viennent très rapidement à l'esprit. C'est vrai que quel que soit le site que l'on voit, on a envie de le reconstituer mentalement déjà, d'une certaine façon. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du cachet, qu'il faut aller découvrir et qu'il faut apprivoiser. Les files de menhirs de Carnac sont les plus longues du monde, mais elles sont incomplètes. Combien de monuments se cachent encore dans le paysage du Morbihan ? Au cours de ses prospections dans les forêts de Carnac, Christian Obels a retrouvé plusieurs centaines de pierres dressées non répertoriées. Il collabore avec Serge Cassen pour actualiser la cartographie des alignements de la région. Il a remarqué un lien récurrent entre les barres de stèles et la topographie des sites. La verticalisation, c'est à la fois quelque chose qui est contre nature, puisqu'on prend la roche qui d'habitude est allongée à fleur du sol, est un bloc massif qui dépasse, on le redresse, on le verticalise. Il y a une notion d'humanisation, puisque nous, les humains, sommes verticaux. Ici, les stèles, ça devait s'apercevoir de très très loin. Donc un aspect stèle public, un peu comme la Tour Eiffel de nos jours. Et sans doute aussi la naissance d'une forme de symbolisme dans leur disposition, puisque sur cet alignement, on s'aperçoit que les barres de stèle vont en remontant là vers une petite élévation artificielle, qui est un tertre, et ce rapport à la pente marquée par les groupes de stèles s'observe sur une énorme quantité de sites. Si j'en ai découvert autant, c'est simplement parce que cette disposition m'est apparue évidente, et en partant dans les zones basses humides, on aperçoit fréquemment des groupes de stèles qui remontent vers les crêtes rocheuses. Là, actuellement, dans mon inventaire, j'en suis entre le secteur compris entre la rivière d'Etel et le golfe du Morbihan, entre 10 et 11 000 stèles conservées. À l'origine, le chiffre de 100 000 n'a rien d'exagéré. Si on reprend les relations de quelques voyageurs à partir du XVIIIe, du XIXe siècle, ils sont assez effarés par la lande de Carnac avec ses pierres, qui se développent sur des kilomètres, dont on a peine aujourd'hui à imaginer l'aspect, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de végétation, tout était à peu près pelé. Ces bois de pin que l'on voit aujourd'hui ont été plantés récemment. Donc on a du mal à imaginer un voyageur qui, d'ici, voyait très bien la mer ou voyait très bien le plateau de Carnac se dérouler sur des kilomètres. Et ces pierres apparaissent tout d'un coup et ça peut effectivement créer une angoisse. On ne peut pas rester indifférent face à un objet vertical. Il est un signal évident, donc vous le contournez, vous l'affrontez, en tout cas vous devez vous décider par rapport à cet objet. Si par surcroît vous le multipliez, suivant une ligne, suivant une courbe, vous commencez déjà à augmenter l'effet architectural et puis vous commencez à construire une limite. La barre de stèle peut être continue ou discontinue et peut donc jouer sur l'idée de filtre ou d'empêchement. C'est-à-dire, soit vous avez un obstacle total, vous avez une barre de stèle complètement jointive, donc vous êtes obligé de vous arrêter, ou bien vous avez une file de menhir avec des intervalles. Et alors à ce moment-là, cela peut filtrer le mouvement ou les âmes, peu importe quel est le sujet qui doit s'arrêter ou traverser. Ce sont des sites qui sont bien sûr intimement connectés à leur environnement et décrivent bien sûr un paysage qui possède à la fois un ancrage dans les saisonnalités, dans le stellaire, etc., mais aussi dans l'intervisibilité, mais aussi dans les effets de relief et probablement tout un tas d'autres éléments, phénomènes telluriques, etc. Donc cet ensemble extrêmement riche possède des enracinements très profonds. Et finalement, le monument arrive avec également toutes ces dimensions. C'est-à-dire qu'il nous dit aussi ce qu'a été notre monde, il nous dit ce qu'est toujours notre monde, et il nous dit ce qui structure notre monde, en fait.
L'architecture, elle est là pour subjuguer l'imagination, elle est là pour impressionner et pour marquer et le temps et l'espace. C'est l'expression d'une puissance, c'est la compétition entre les individus, c'est ma capacité à mobiliser des personnes pour pouvoir transporter cette pierre, l'ériger, etc. Donc c'est ça qui est en jeu, c'est mettre le pouvoir en signe. Au fil de ses recherches, Serge Cassaigne rassemble les signes au sein d'un corpus. Il relève des récurrences et des associations. Dessine-t-elle les structures d'un langage symbolique ? Existerait-il une grammaire structurant ces symboles ? En bordure de la rivière de la Rance, dans les Côtes d'Armor, le menhir de Saint-Sanson conserve à ce jour le plus grand nombre de gravures. Également appelé Clé de la mer, le colosse est situé à un point particulier de la Rance, où les navigateurs du sud de la Bretagne doivent débarquer pour faire route vers la Manche. L'archéologue effectue des enregistrements en compagnie de son collègue espagnol, Carlos Reyan. Donc on va aller enregistrer ça, ce petit morceau là qui me manque, qui n'est pas bien enregistré, puis il est très important. ¿Quieres en vertical mejor? ¿En horizontal? No, está bien. Entonces, la luz encima. Si. Tout le travail d'expertise, c'est de faire un peu la part des choses entre ce qui est anthropique et ce qui est naturel. Quand on a une roche aussi altérée, là ça devient difficile, donc il faut y aller doucement. Et parfois on est obligé de revenir, comme aujourd'hui, pour compléter quelque chose qui n'était pas du tout apparent, que nos collègues n'avaient pas vu. Parfois il faut attendre la fin pour comprendre. On se dit mais qu'est-ce que c'est cette chose qui ça va dans tous les sens? C'est très énervant parce que c'est beaucoup de temps. 1 mètre carré, il faut compter une trentaine d'heures, avec un ensemble de motifs assez important. Et c'est vraiment que dans les dernières heures que tout s'assemble. Au cours de ses enregistrements, Serge Cassaigne remarque des figures qui lui rappellent les signes du littoral armoricain. Ici, sur la partie gauche, on a 2 animaux. Un bovin ici avec ses cornes et un caprin avec ses cornes radiées vers l'avant. La tête et la corne disparaissent. La corne va venir heurter un motif quadrangulaire sur l'autre face. Mais on a le ventre qui apparaît et le dos ici, là-haut, le dos avec l'arrière-train et les pattes arrière. Donc voilà le caprin. Et c'est la position oblique et l'antériorité du caprin sur le bovin que l'on retrouve sur la stèle Tablet Marchand Gavrinis. Sur la stèle de Saint-Sanson, on en revient au même point que pour les stèles du Morbihan. Il y a un certain nombre d'armes, d'animaux sauvages, d'animaux domestiques, d'objets de l'homme. L'ensemble de ces sujets qui sont manifestement en rapport les uns avec les autres, qui même peuvent empiéter d'une face à l'autre, je pense qu'elle résume une histoire. Et pour cela, je serais tenté de dénommer cette stèle comme stèle historiée, un peu comme font les archéologues du Proche-Orient ou de l'Antiquité classique, à partir de figurations sur des stèles qui sont de véritables histoires racontées comme des sortes de bandes dessinées. C'est un peu l'idée sous-jacente ici pour la stèle de Saint-Sanson. On a des objets d'hommes, on a des haches, on a des crosses en tant qu'arme de jet, on a un aviron de gouverne et on a la représentation de l'homme, le motif cruciforme, qui est ici installé debout dans un bateau. Et sur la face orientale, donc dirigée vers la Rance, vers le soleil levant, ce grand croissant dissymétrique qui est pour moi la représentation d'un bateau. Et d'ailleurs, cet aspect dissymétrique vient d'être retrouvé presque à l'identique sur un rocher à Butier, au sud de Paris. Les bateaux ont-ils été le vecteur des premiers contacts entre les peuples du littoral et ceux de l'intérieur ? Quelques pirogues retrouvées dans le lit des cours d'eau attestent des premières navigations des néolithiques sur les rivières. Mais les armoricains auraient-ils pu aussi déjà naviguer sur l'océan ? Aucune embarcation de haute mer n'a été retrouvée, et les expérimentations menées par Serge Cassaigne n'ont pas permis d'identifier précisément les techniques de navigation des néolithiques, notamment pour le transport des stèles en orthognesse. Mais sur la péninsule de Locmariaquer,
dans le dolmen du Manélude, une stèle révèle des indices confortant l'hypothèse d'expériences maritimes précoces. On a des embarcations avec équipage, avec un bonhomme qui domine les autres, debout à la proue. Une hache avec le tranchant qui dirige en quelque sorte la Seine, la proue étant à ce moment-là ici, et l'ensemble partant dans l'angle d'un motif quadrangulaire. J'ai pensé qu'on pouvait tout à fait penser à un espace terrestre, la représentation d'un monde ou d'une île, ou d'un paradis perdu, ou de la terre d'origine, peu importe, mais nous sommes là en liaison avec l'idée d'un voyage. Sur la stèle du Manélude, les bateaux s'éloignent d'un rivage. Ils sont surmontés par une grande croix, la représentation d'un homme. Entre les deux, Serge Cassen a repéré un signe qui suggère un sens de lecture de la scène. Nous avons un signe cornu ou oiseau dans mon interprétation actuelle et qui offre d'ailleurs la particularité pour une de ses ailes de se poursuivre sur l'autre face. Alors ça c'est une thématique récurrente, enfin un trait technique récurrent qui peut s'interpréter aussi en termes de sémiologie graphique et même cinématographique, puisque c'est une entrée de champ, si on peut dire, et j'appelle ça hors-champ iconographique, par analogie avec le cinéma, qui permet d'introduire une dynamique en passant d'un plan à un autre, et ici d'une face à l'autre. Car bien entendu, le sculpteur avait la place de positionner son signe sans déborder sur la face latérale. Les artistes néolithiques utilisent ces entrées et ces sorties de champ pour mettre leur signe en mouvement. Boussole des navigateurs, les oiseaux marins indiquent le sens du vent et la position de la côte. L'oiseau du Manélude survole les équipages précédés par des haches agressives. Cette expédition armée, peut-être sous l'égide d'un chef, semble se diriger vers des territoires en pointillés de l'autre côté de la Seine. S'agit-il d'un itinéraire, d'un nouveau monde à conquérir ? La mer serait-elle l'une des grandes conquêtes des néolithiques ? Elle alimente en tout cas les premiers récits que les hommes gravent sur les stèles. Il y a toujours au sein d'une société des gens qui sont très curieux de l'au-delà de l'horizon, surtout sur un littoral. Et si certains sont terrorisés par l'océan ou par la mer, d'autres au contraire veulent aller chercher au-delà de l'horizon ce qu'il peut transparaître. Ça peut être du voyage de curiosité, du voyage de religion, ça peut être du voyage également pour légitimer telle ou telle position, et ça peut être du voyage dans le cadre de contrôle de voies maritimes si un certain nombre d'objets rares doivent être amenés. Mais quels objets rares faisaient la richesse du Morbihan au 5e millénaire ? Les plus précieux sont de grandes lames de hache en jade, des objets de prestige réservés aux plus puissants. Ces trésors accompagnent le voyage funéraire de 3 rois, enterrés dans les tombeaux géants de Karnak, Locmariaquer et Arzon. Inaltérable, indestructible, le jade est un symbole d'éternité. Pour les néolithiques, cette roche était d'autant plus précieuse qu'elle n'existe pas à l'état naturel en Bretagne et qu'elle devait venir de loin. Son origine est longtemps demeurée un mystère. Aucun gisement de jade n'était répertorié en Europe. Mais après 10 ans de prospection, les archéologues Pierre et Anne-Marie Pétrequin ont retrouvé sur le versant sud des Alpes les carrières d'où furent extraites les grandes haches en jade, à 2500 mètres d'altitude et à 1000 km de Karnak. Cette découverte balaye l'image ordinaire de sociétés néolithiques simples évoluant sur des territoires limités. Personne ne soupçonnait que les échanges au 5e millénaire, pendant le néolithique moyen, avaient pu atteindre 1800 ou 2000 km à vol d'oiseau, depuis la source de matières premières jusqu'aux utilisateurs les plus lointains, soit sur l'Atlantique, soit sur les côtes occidentales de la mer Noire. C'est le réseau de circulation, entre guillemets, le plus étendu connu pour le néolithique. Pendant 2000 ans,
les haches en jade s'échangent entre les élites d'un bout à l'autre de l'Europe. La Bretagne capte la majeure partie de ces objets fabuleux. À Gavrinis, la puissance réelle et symbolique des haches en jade se précise dans la pierre. Ça, c'est exactement l'objet vrai que l'on retrouve dans les tombeaux de Tumiac, Saint-Michel ou Manérouec, et en règle générale en roche alpine. Le fait qu'elle soit par couple, c'est également un fait que l'on retrouve dans la réalité, dans certains dépôts, sous la mer par exemple, comme celui du Petit Rohu, qui a été découvert il y a quelques années, au contact d'un alignement de stèles. Les deux couples étaient plantés côte à côte, tranchant au ciel, et donc le talon planté dans le sédiment sous la mer. On ne peut manquer de souligner l'analogie entre une hache polie comme cela, retrouvée plantée, talon en terre et tranchant en l'air, l'analogie avec les menhirs, les pierres dressées. Ces blocs ont été façonnés et puis ces blocs ont été verticalisés, dressés en faisant le lien entre la terre et le ciel. Voilà, est-ce qu'on touche à une cosmogonie, à des mythes de création du monde où tout commence d'un chaos et puis, comme dans la mythologie grecque, Gaïa, la terre et le ciel, voilà, à un moment se divisent et dans toutes les mythologies, on a ce point de départ. On s'aperçoit qu'à proximité, il y a toujours un rocher remarquable, une cascade, un étang, une fissure, un bloc qui a été dressé et que c'est lié à des points particuliers du paysage qui correspond à une forme de géographie du sacré. Ce qui est aussi très particulier, c'est le fait que ces haches ont dû voyager ensemble. Les études spectroradiométriques menées par Pierre Petrequin ont montré que il y a 3 spectres pour 3 sur les 4 haches qui sont tellement similaires qu'elles viennent probablement du même bloc. Donc elles ont été extraites et voilà, elles ont voyagé ensemble jusqu'au rivage morbihanais il y a 7000 ans. Sur la côte nord de l'Espagne, des haches en jade, semblables à celles de Karnak, ont également été acheminées au néolithique. Cette hache a une histoire particulière. Son origine pétrographique et sa géologie indiquent qu'elle vient des Alpes. Mais sa forme laisse à penser qu'elle a été manufacturée ou transformée en Bretagne française. Et son dernier voyage, peut-être par voie maritime, l'a conduite à Villapedré, au nord de la Galice, le lieu de sa découverte. C'est pourquoi on peut très certainement faire l'hypothèse d'une voie maritime directe entre les hommes du néolithique breton et les néolithiques du nord-ouest de la péninsule ibérique. Sur le littoral portugais, espagnol, galicien, nous avons ces haches dites carnacéennes qui arrivent. Donc on pense que ce nord-ouest de l'Espagne et la Bretagne ont pu être en contact direct plus que par cabotage. Il faut très probablement penser ces sociétés néolithiques, notamment sur le littoral armoricain, comme des sociétés qui connaissaient la fabrication des bateaux pour aller en haute mer. Et donc l'idée qu'il y ait pu y avoir des voyages à longue distance dès ce 5e millénaire est tout à fait envisageable. Qui maîtrise des voies maritimes, des voies de déplacement, acquiert énormément de pouvoir. Ça, on le sait dans l'histoire après, c'est un des grands classiques de l'économie et de la politique. Pour Serge Cassen, la relation des néolithiques avec l'océan expliquerait les signes restés jusqu'ici mystérieux, comme celui gravé sur le grand menhir lui-même, la plus haute stèle du monde à cette époque. These 2 pieces are broken exactly at the place of a large carving. It will be difficult for you to have a look at, but with the light turning down and oblique on the surface of the Grand Menhir, it is possible to discover the carvings. It is a massive sign. It was called hache charrue in French, with a head in form of a square. Mais l'éclairage n'est pas bon. Là. La hache charrue
ne me semblait ni une hache ni une charrue. Il fallait vraiment être sincère avec l'image qu'elle nous procurait, d'autant plus qu'au néolithique, il n'y avait pas de charrue, il y avait des arères. Je trouvais quand même qu'il y avait un problème. La hache-charrue ne correspond à aucun objet retrouvé dans la réalité. Mais ce signe figure également sur la stèle Table des marchands Gavrinis, aux côtés du grand menhir. Les armes et les cornes des animaux sont dressées contre cette chose extraordinaire, qui semble traverser les airs dans un mouvement surnaturel. Du nord de la Bretagne jusqu'à l'embouchure de la Loire, Serge Cassaigne retrouve des signes comparables sur une vingtaine de stèles, cachées dans les dolmens ou sur des menhirs très érodés, toujours en position dominante. La charrue, elle représentait sur ces stèles toujours la plus grande superficie. Elle occupait le plus grand espace. J'ai commencé à chercher un peu quelles pourraient être les images qui pourraient se substituer à cela. Donc c'était quelque chose qui était plutôt grand, quelque chose que l'on retrouvait dans un contexte littoral. Et donc en fait c'est plus une intuition avec le souffle. L'archéologue élimine l'hypothèse d'un objet et penche pour un animal. Des courbes, des arcs le surmontent, évoquant un jaillissement spontané. Dans le dolmen du Manélude, les bateaux gravés dans le couloir semblent naviguer vers lui. Un animal marin aux proportions énormes. Dans le contexte de l'océan, l'image de la baleine s'impose. Parmi les cétacés, il n'y en avait qu'un qui était avec une représentation quadrangulaire de la tête, et c'était le cachalot. Roi des océans, le cachalot peut plonger jusqu'à 3000 mètres pour chasser dans les fosses de l'Atlantique, avant de revenir respirer à la surface. Ce prédateur, qui disparaît dans des profondeurs insondables et qui respire comme les hommes, a dû fasciner les néolithiques. Pourquoi le choix d'un cachalot? C'est bien entendu le représentant le plus sauvage et le plus grandiose de la nature. C'est parmi les grands cétacés, en plus, celui qui est le plus agressif. C'est la seule baleine à dents. C'est le Léviathan de la Bible. Et on peut se rappeler que Jonas a passé 3 jours dans le ventre de la baleine pour passer d'un état à un autre. Cet animal peut être la marque d'un changement d'état, mais il est surtout probablement, en tant que représentant le plus grandiose de la nature, un emblème d'une partie de la société, de même que dans certaines sociétés du nord-ouest américain, certains totems conservent, reproduisent des animaux, des objets, des phénomènes atmosphériques qui sont autant de représentants des parties de la société. Pour que tous reconnaissent ce symbole, les artistes néolithiques inventent une forme stylisée aux lignes épurées, l'image simplifiée d'un cachalot en mouvement dont la ligne graphique deviendra par la suite universelle. J'ai vu par exemple qu'une affiche en Galice qui plaidait contre la chasse contre les baleines montrait des solutions graphiques identiques. La queue, par exemple, était très bien dessinée en perspective, alors qu'on voyait la baleine plonger. C'était normalement faux, mais graphiquement juste, c'est-à-dire la nageoire caudale du cachalot, quand il vient en surface, qu'il va plonger, comme vous n'êtes jamais dans l'axe, vous avez une dissymétrie. On voit bien le corps et la queue, mais jamais symétriquement disposée. Et ce graphiste espagnol qui a fait cette affiche a retrouvé exactement la même solution graphique pour représenter la nageoire de ce cétacé. Et pour moi, c'était vraiment la preuve que nous avions là 2 artistes qui avaient trouvé la même formule graphique pour montrer quelque chose qui est visible pendant quelques secondes à l'horizon, mais qui est exactement cela. Il me semblait que pour valider un petit peu cette hypothèse sur la Bretagne, il fallait trouver quelque part en Europe quelque chose qui pourrait être équivalent. Donc c'est rare, hein, mais on a fini par trouver. C'était en Galice, où on avait un signe qui était d'ailleurs mal nommé également, puisqu'on l'appelait la chose, ce qui montrait qu'on n'arrivait pas à le qualifier. La ligne graphique est différente, mais les grandes entités sont bien là. Pointe avancée de l'Europe,
la Galice est la dernière terre avant l'océan. À Dombate, des gravures ont été repérées dans un dolmen par les archéologues espagnols. Au 5e et 4e millénaire, les habitants des côtes ibériques dressent des monuments mégalithiques comparables aux architectures armoricaines. À Dombate, on trouve des représentations de la chose que le professeur Serge Cassen a identifié comme des représentations d'un type de cétacé, concrètement des cachalots, dont on voit représenter de façon schématique le corps. La partie ici, cette espèce de triangle, ce serait la tête. Et ce trait, en arc de cercle, qui sort de cette extrémité, pourrait être le souffle que les cachalots émettent au cours de leur respiration. On a ensuite la représentation particulière d'un groupe de cachalots, en train de sauter ou dans différentes positions. Ils apparaissent à la verticale, à l'horizontale, avec la tête du côté opposé. Ici, dans la province de la Corogne, il y a un nombre significativement plus élevé de ce type de cétacés qu'en Bretagne. Il y a souvent des signalements d'animaux qui viennent mourir ou qui arrivent morts sur les plages des Asturies ou de Galice. Et il y a eu une activité baleinière jusqu'à récemment. C'est un motif très intéressant, car c'est un élément de plus qui confirme l'existence de connexions de type symbolique. Parce que ces représentations gravées à l'intérieur des monuments funéraires possèdent sans aucun doute une forte charge symbolique. Et elles évoquent des liens de type symbolique entre le nord-ouest de la péninsule ibérique et la Bretagne française. Le cachalot serait-il le signe d'une culture commune aux différentes sociétés atlantiques du néolithique? Serait-ce la naissance d'un langage commun? Sur les littoraux d'Europe de l'Ouest s'invente une écriture symbolique originelle. Il est probable que si ces sociétés avaient continué à utiliser ces signes selon une certaine linéarité, ces sociétés-là auraient pu se diriger, bien entendu, vers des formes d'écriture. Avec les représentations gravées sur des monuments, on fait des agencements de signes qui accompagnent probablement une histoire, et c'est cette histoire que l'on tente d'approcher. Il doit probablement y avoir plusieurs histoires, plusieurs mythes où sont mis en scène des armes et des bateaux. Peut-être dans le futur, nous arriverons à dissocier l'ensemble de ces récits. C'est peut-être une histoire dans laquelle il y a eu un héros ou un groupe humain qui peut être représenté par le cachalot, qui un jour arrive de l'océan pour fonder cette société, ce monde-là. Du 5e au 4e millénaire, s'épanouit sur les rivages du Morbihan ce qui est peut-être le premier empire de la mer. Les stèles gravées dévoilent un monde où naissent dans le même mouvement la navigation en haute mer et les premiers mythes de l'océan. Jusqu'où les hommes de la société du cachalot auraient-ils navigué? Si les marins du Morbihan ont abordé les côtes ibériques dès le néolithique, ils ont aussi pu atteindre la Méditerranée par le détroit de Gibraltar. Réputé infranchissable dans l'Antiquité, ce détroit était pour les Grecs la limite du monde connu. Il était gardé par un monstre, et il fallait bien un héros comme Hercule pour le terrasser. Mais cet exploit était à la portée des civilisations de l'Atlantique. Leurs signes, leurs architectures, leurs idées ont influencé le bassin méditerranéen. À la fin de la préhistoire, le mégalithisme traverse l'ensemble des cultures européennes. À Filitosa, en Corse, au 2e millénaire, un peuple de marins guerriers de l'âge du bronze transfigure encore les pierres dressées.
L'Odyssée, première épopée écrite en Europe, raconte les aventures d'un marin, Ulysse. Est-ce un hasard ? Il y a 3 sortes d'hommes, diront les philosophes d'Athènes. Les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer. Des hommes qui, sur les stèles de l'Atlantique, gravent leur récit dans la pierre et gagnent l'immortalité.